on vous remercier de vous être inscrit à ce live, qui va être, en présence donc de nos 4 invités, experts, chacun dans leur domaine, qui vont donc pouvoir, nous présenter, donc la thématique sur les chemins, pour la transition énergétique en France. Donc moi, je suis Nicolas Smadja, délégué général de l'association Avenir Énergétique et donc directeur juridique au sein d'un opérateur ENR. Cette association a été créée fin 2021 et elle regroupe différents experts et personnalités passionnés par les enjeux énergétiques. Donc vous êtes aujourd'hui plus de 100 inscrits sur ce live et au préalable, avant d'aborder, précisément le déroulement de ce live, je souhaiterais, donner la parole à notre président, Maurice Méda, qui va un petit peu nous décrire, cette nouvelle association. Bonjour, je suis Maurice Méda, je suis le président d'Avenir Énergétique. Avenir Énergétique, c'est une association que nous avons créée à 12 à la fin de 2021 dans la perspective d'un débat à la fois factuel et apaisé sur les enjeux énergétiques. Une politique énergétique, elle repose sur 3 piliers. La question de l'approvisionnement, la question du prix et la question du climat. Aujourd'hui, le climat a pris une importance absolument majeure, d'où la transition énergétique, qui est un enjeu décisif pour faire face au réchauffement climatique. Le climat, d'ailleurs, n'éclipse pas les deux autres sujets, la question de l'approvisionnement et la question du prix, ni non plus une quatrième question qui est celle de l'indépendance énergétique que nous vivons aujourd'hui de façon assez prégnante. Toutes ces questions s'interconnectent entre elles, ce qui donne lieu à des débats très complexes. Et j'en prends pour exemple le fait que si tout le monde est à peu près d'accord pour la nécessité de la décarbonation du mix énergétique, il en résulte d'autres questions très délicates. C'est comment et donc à quel rythme on doit ou on peut abandonner les énergies fossiles et par quoi on va remplacer les énergies fossiles, dans quel délai. C'est la question du développement des énergies renouvelables et c'est la question de la place du nucléaire. Alors, toutes ces questions, comme je l'ai dit, sont extrêmement complexes. Et elles donnent lieu à une foule aujourd'hui de débats, un peu dans tous les sens, de débats à caractère politique, à caractère économique, à caractère technique, mais qui ne permettent pas toujours aux citoyens de s'y retrouver et de comprendre ces enjeux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette association pour vulgariser les clés du débat sans parti pris, mais pour permettre à la fois à la population et aux responsables politiques et économiques de s'approprier ces enjeux et ces stratégies énergétiques. Qui sommes-nous? Nous sommes 12 fondateurs, tous avec une expertise dans le secteur de l'énergie, mais issus d'horizons extrêmement variés et avec, pour chacun d'entre nous, des responsabilités très différentes. Avant tout, nous sommes des citoyens attachés à mettre à la portée du grand public la complexité des enjeux et des stratégies en matière énergétique. Je vous remercie de participer à ce premier événement de notre association. Je souhaite que les débats qui viennent vous intéressent fortement et vous conduisent à nous rejoindre très prochainement.
écoutez, voilà, donc merci pour cette présentation de notre association. Alors, juste rapidement, en guise de contexte, avant de tout simplement donner la parole à nos invités là, qui sont impatients voilà, de répondre à nos questions. Rappeler rapidement, hein, la France s'est dotée par la loi en 2019 l'objectif donc d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc cette nouvelle donne climatique va forcément accélérer la décarbonation du pays et qui est encore dépendant aux 2 tiers, donc dans lequel notre système énergétique est dépendant aux 2 tiers des énergies fossiles. Alors on le verra évidemment, l'idée c'est évidemment de ne pas revenir à l'âge de pierre pour autant, en atteignant cette neutralité carbone. En termes de calendrier, rappelez très rapidement que donc il y aura une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera adoptée prochainement sur la période 2023 2035, donc avec un certain nombre d'enjeux dont on va évoquer par la suite. Et donc ça s'inscrit plus généralement dans la stratégie nationale bas carbone, la stratégie nationale française sur l'énergie et le climat plus précisément. Euh, donc par rapport à ce live, donc l'idée étant donc je vais poser une question voilà, par expert, entre guillemets, qui sont nos invités, que je vais évidemment se présenter. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Et donc, en fin de live, on va se laisser le temps de répondre à la plupart des questions. En tous les cas, je vais laisser la parole à nos 4 invités pour se présenter. Alexis, voilà, je te laisse la parole. Eh bien, je suis Alexis Gléron, je suis expert dans les marchés de l'énergie. Je travaille depuis un petit moment dans ce domaine et aujourd'hui, je vais sortir un peu de mon domaine et vous parler de choses un petit peu plus générales sur la transition énergétique. Voilà, merci Alexis. Et voilà, le point commun aussi de nos 4 invités, c'est qu'ils sont partie des fondateurs donc, de notre association. Je laisserai la parole à Karim. Vas-y, si tu peux te débuter, Karim. Merci, pas de problème, je peux prendre le relais. Ouais. Donc, je m'appelle Karim Megarbi, je suis fondateur d'une société qui fait ce qu'on appelle de l'origination de projets dans les énergies renouvelables sur les marchés émergents. Donc, je mets en contact des investisseurs et des porteurs de projets essentiellement en solaire et éolien. Et sinon, j'ai une activité, on va dire, dans les institutions internationales et des think tanks de la région MENA, et notamment aussi avec donc ARENA, qui est l'Agence internationale des énergies renouvelables, qui est une institution gouvernementale. Et je fais partie du Coalition for Action, qui est un groupe qui discute et produit des white papers avec des gouvernements pour essayer de débloquer et puis d'accélérer en fait la transition énergétique. Et le think tank Diriyah Energy auquel j'appartiens, on travaille beaucoup sur la transition au sein de la région MENA, GCC, donc le pays du Golfe, pour essayer de transiter, on va dire, du pétrole, des États producteurs de pétrole, à idéalement, en ce moment, c'est beaucoup l'hydrogène vert qui pourrait se développer dans la région. Voilà. Merci Karim pour cette belle présentation. Voilà, tu auras là ta question après. Hein. On va se reparler dans pas très longtemps. Du coup, je redonne la parole à Greg. Excuse-moi, Greg, il y a un petit incident technique. C'est moi, petit incident technique. Greg de Temerman, je suis chercheur associé aux mines de Paris et je travaille sur tout ce qu'on appelle les technologies climat, toutes les technologies émergentes qu'on a besoin pour décarboner l'économie et pour éventuellement capturer du CO2. Et je fais partie aussi de l'Institut Louis Bachelier. Voilà, donc principalement du monde de la recherche. Merci. Merci beaucoup, Greg. Et donc, last but not least, Robin Girard, je te laisse te présenter, Robin. Bonjour, donc Robin Girard, enseignant-chercheur à l'École des Mines, au centre Percé, et je travaille sur la modélisation de la transition énergétique avec des questions liées au secteur du bâtiment, la modélisation du système électrique et du système énergétique dans son ensemble. Ce que je propose, c'est tout simplement de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a prévu un petit peu comme je vous disais, une première partie en 4 temps de contexte, hein, un peu sur le sujet des scénarios énergétiques. Donc, tout simplement, commençons par le point de départ évident. Pour vraiment comprendre la situation énergétique actuelle, il faut avoir quelques concepts en tête. Premier concept qui va être vu dans la première slide, c'est en fait la différence entre énergie primaire et énergie finale. C'est un concept
souvent est un peu mélangé. On parle d'énergie sans forcément préciser de quoi on parle. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui est assez loin de vous, en fait. C'est l'énergie qu'on va trouver dans la nature. C'est l'énergie qu'on va trouver dans le sol quand c'est des énergies fossiles. Ça va être le vent, le solaire, l'hydraulique. Et vous avez de l'autre côté de l'énergie finale que vous connaissez bien, puisque c'est l'énergie qu'on vous facture. Quand vous avez une facture à la fin du mois, avec un montant de gaz, d'élec, quand vous remplissez votre réservoir à la pompe, c'est de l'énergie finale. Donc ça vous parle tout de suite un petit peu plus. Enfin, on en parle un petit peu moins, mais ça va être abordé dans la suite de cette conférence. C'est l'énergie utile. Énergie utile, en fait, qui est vraiment l'énergie que vous utilisez. Donc, par exemple, l'énergie finale, l'électricité, que vous, encore une fois, vous payez à la fin du mois. Ce que vous allez utiliser, c'est pas de l'électricité, c'est de la lumière, c'est du chauffage, c'est votre ordinateur quand vous le chargez, quand vous regardez ce live. Voilà, ça, c'est l'énergie utile, qui est un concept plus nouveau et qui représente un potentiel d'optimisation assez fort. On va passer à une slide, à la slide suivante, qui, bon, ce diagramme, je l'aime bien, il est un peu complexe, surtout vous ne devez pas très bien voir ce qui est marqué, mais ça illustre bien la différence entre énergie primaire et énergie finale. Puisque à gauche, vous avez ces différentes énergies primaires, le gaz, le charbon, le pétrole, les ENR, le nucléaire. Et à droite, vous avez de l'énergie finale, comme l'électricité. Il y a, sans rentrer dans le détail des chiffres, il y a quelque chose qui doit vous marquer, c'est que finalement les énergies fossiles sont utilisées avec relativement peu de transformation. Le charbon, vous trouvez un morceau de charbon, bon, pour caricaturer, vous trouvez un morceau de charbon, vous le mettez dans votre poêle, ça va faire du feu. Si vous trouvez du minerai d'uranium et vous le mettez dans votre poêle, ça donnera rien. D'ailleurs, ne tentez pas l'expérience à la maison, ça donnera rien et jouez pas avec du minerai d'uranium de toute manière. Pareil avec l'éolien, à la limite vous pouvez souffler sur un feu existant. Bon. Mais voilà, vous comprenez que dans certains cas, l'énergie primaire et l'énergie finale sont en réalité très éloignées. Il y a beaucoup de transformations qui ont lieu et du coup beaucoup de pertes. L'exemple un peu parfait dans ce graphique, c'est le nucléaire, où finalement entre l'énergie primaire et l'énergie finale, l'électricité que vous consommez, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de dissipation en chaleur et autres. Et ça va varier pas mal d'une source d'énergie à l'autre. L'autre point important à retenir, c'est que ces énergies, elles viennent pas du tout du même endroit. Vous avez bien entendu tout ce qui est renouvelable qui va venir du sol, du territoire français, et tout ce qui est fossile qui va être importé. On va passer à la slide suivante. On va aborder un autre concept qui est très important et là, écoutez bien, c'est la différence entre mix énergétique et mix électrique. Alors, le mix énergétique, c'est la répartition des différentes sources d'énergie dans la consommation d'énergie totale d'un pays. Donc, là, dans notre exemple, c'est la France. Vous voyez une consommation d'énergie finale, donc avec de l'électricité, vous voyez la petite différence. Et à droite, vous voyez le mix électrique. Alors, le mix électrique est un petit peu différent, puisque c'est bien une répartition de technologies plutôt que de sources. C'est la répartition de la production des différentes technologies servant à produire de l'électricité dans la production d'électricité totale du pays. Donc, deux mots relativement proches, mais des concepts finalement et des graphiques, des données assez différentes. Puisque le mix énergétique français, contrairement à ce qu'on entend des fois, n'est pas décarboné. Il y a 60% du mix énergétique français qui est de l'énergie fossile. Le roi, disons, du mix énergétique français, c'est notre ami le pétrole, alors du pétrole raffiné, parce qu'encore une fois, on parle de consommation finale, donc ça va être le diesel, l'essence que vous mettez dans votre voiture, le fioul que vous brûlez, et bien entendu, au niveau
de votre consommation d'énergie en tant que ménage, en tant que particulier. Il suffit que vous ayez vous aussi une voiture thermique, vous ayez un chauffage qui marche au fioul, qui marche au gaz naturel. Votre consommation d'énergie est dominée par les énergies fossiles. Côté du mix électrique, par contre, l'image est très différente. Vous avez un mix électrique qui est en France, en tout cas pour l'instant, dominé par le nucléaire et par les énergies renouvelables, avec un thermique fossile qui ne représente l'année dernière que 7,5%, donc ce qui est relativement faible. Mais vous voyez que quand on entend que le mix énergétique est décarboné, ce n'est pas vrai, c'est le mix électrique français qui est décarboné. On va passer à la slide suivante. Donc là, on zoome un petit peu sur le mix électrique français. On va le faire assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, on est un mix électrique dominé par le parc nucléaire historique qui a été construit il y a déjà un petit moment. Et on a des sources d'électricité renouvelables qui deviennent de plus en plus importantes au fil des années. Et qui sont les sources, disons, d'électricité décarbonée qui vont se développer le plus rapidement. On va le voir ça dans la slide d'après, d'ailleurs. Voilà, vous voyez, en puissance installée, le parc renouvelable français augmente, plutôt conduit par une augmentation, une croissance de la capacité installée éolienne et solaire. Vous voyez que l'hydraulique, c'est très stable. Vous avez un peu de bioénergie, donc biomasse, biogaz, etc., qui croît, mais c'est vraiment un développement du solaire et de l'éolien d'environ, par exemple, l'année dernière, ça faisait 4 gigawatts de capacité installée, qui va pousser finalement l'augmentation des volumes d'électricité décarbonée. Malheureusement, cette année, alors on ne va pas rentrer vraiment dans les détails techniques, ça pourrait être l'objet d'autres discussions. On a en particulier ces mois-ci une production nucléaire en chute libre pour des raisons diverses et donc une électricité en 2022 qui sera plus carbonée. Donc je pense que vous l'avez vu, on a un approvisionnement d'électricité à risque et des besoins de faire fonctionner les centrales thermiques plus importants cette année. En effet, en synthèse, donc, ce que j'ai raconté, il y a 4 points qu'il faut vraiment retenir. C'est qu'il y a une différence importante entre énergie primaire et finale, surtout pour certaines technologies, surtout quand on parle décarboné. On est sur des chaînes de valeur transformées primaires en finale qui sont assez complexes. Vous avez un mix énergétique français qui est dominé par les produits pétroliers et qui le sera, je pense, encore pendant un petit moment. Par contre, vous avez un mix électrique qui est, pour l'instant, décarboné. Aussi, point important en ce moment, on est fortement dépendant pour l'énergie fossile des importations. Merci beaucoup Alexis. On voit bien que c'est très important de bien comprendre ces notions. Et donc, ça fait la transition parfaite vers la question que j'ai posée à Greg. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter les grandes tendances en matière d'énergie et d'émissions qu'on peut constater en France et à l'international? D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère et tout ce qu'on met dans l'atmosphère a un effet sur l'ensemble de la planète. Quelques petits concepts dont il faut absolument se rappeler. D'une, 75, non, on peut mettre la slide, 75% des émissions proviennent du secteur de l'énergie au sens large. Donc, dès qu'on parle de climat, l'énergie est un des grands drivers de ce qui est en train de se passer. 2, c'est que le niveau de réchauffement climatique qu'on a ou qu'on aura dépend directement de la quantité de CO2 qu'on a émise. C'est quasiment une relation de proportionnalité. Toute molécule de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère a un effet sur le climat. Si on regarde depuis 1970, qui est la courbe que je vous montre ici, l'évolution des émissions de CO2 et aussi de méthane, c'est la courbe verte. On voit qu'elles sont en augmentation constante depuis une 50aine d'années. Si on remontait dans le passé, ça serait la même chose. Et ce qui est important de regarder, c'est que les émissions n'ont pas encore commencé à baisser. On a eu une petite chute en 2020 à cause du Covid qui a été rattrapée en 2021. En 2021, on est quasiment revenu au niveau des émissions de 2019. Si on voulait être sérieux sur le climat et respecter les accords de Paris,
il faudrait l'accord de Paris qui dit qu'il faudrait rester sous les 2 degrés, le plus proche possible de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Il faudrait atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire le moment où on n'émet plus une seule molécule de CO2 de façon nette dans l'atmosphère. Toute molécule émise est compensée par un puits de carbone, et ça devrait être atteint à peu près en 2050, dans les années 2050, c'est ce qu'on voit sur la courbe turquoise. Et si on visait un objectif de 2 degrés, c'est une neutralité carbone à atteindre dans les années 2070. Alors, ce qui, en gros, veut dire qu'on a entre 30 et 50 ans pour changer complètement le système énergétique mondial qui est basé à 80% pour l'instant encore en termes d'énergie primaire, sur des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole. Si on regarde les tendances d'émissions, la seule chose qu'on peut dire sur les 10 dernières années, c'est que les émissions ont monté un petit peu moins vite sur la dernière décennie que sur les décennies d'avant. Ce qui est quand même pas proche d'une baisse, mais au moins on a une sorte de ralentissement de la hausse. On verra comment ça continuera. Si on va sur la prochaine slide, l'autre chose qui est importante de comprendre au niveau mondial, c'est que les pays ont des tendances différentes. Les pays développés ont tendance à avoir des émissions qui diminuent, que ce soit en émissions sur leur territoire ou en empreinte carbone, c'est-à-dire en réintégrant l'ensemble des émissions qui sont faites dans d'autres pays pour produire les biens qu'on consomme. Et ensuite, il faut distinguer les émissions pays par pays et les émissions par personne, parce que là, on n'a plus du tout la même image. Si on regarde à gauche les émissions par pays, les données s'arrêtent en 2019, mais la tendance n'aurait pas trop changé. Un gros quart des émissions mondiales, c'est la Chine, maintenant, puisque la Chine est un pays qui s'est développé extrêmement vite et qui utilise énormément de charbon. Et on voit que les autres pays sont relativement stables. L'Inde est aussi sur une phase assez ascendante. La différence est assez grande si on regarde à droite en termes d'émissions par personne, puisque là, on voit que la Chine reste assez loin, notamment d'un pays comme les États-Unis. C'est vrai aussi en termes de consommation énergétique. Si on prend la consommation énergétique d'un Français moyen, c'est à peu près 140 gigajoules par an par habitant. Un Chinois sera à peu près à 110 gigajoules par an et par habitant, donc relativement proche du niveau français. Un Américain consomme en moyenne 2 fois plus d'énergie, et si on prend des pays du Golfe, on arrive sur des niveaux bien plus élevés. Le plus tragique étant que si on regarde du côté de l'Afrique, la quantité d'énergie disponible pour un Africain, si on enlève l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, qui sont les régions les plus développées, c'est typiquement entre 5 et 10 fois moins d'énergie qu'un Français moyen. Si on regarde la prochaine slide, si on regarde le niveau mondial, l'autre point difficile et sur lequel il va falloir absolument agir, c'est la demande énergétique. On en parlera sûrement dans la discussion. Si on regarde la consommation énergétique mondiale depuis, à l'échelle à sauter, mais depuis 1800, elle est en augmentation constante et en forte accélération depuis le début du XXe siècle. Juste un point de repère, la consommation énergétique mondiale a été multipliée par 2,3 entre 1973 et 2020. Et le plus intéressant aussi, c'est que cette énergie est principalement carbonée, puisque en 1800, le charbon représentait 2 à 3% de l'énergie primaire mondiale. Il est devenu dominant dans le mix énergétique en 1900, atteignant à peu près 50%. Et depuis, entre 1900 et 1973, la part des énergies fossiles est montée entre 50% et 80%. Et depuis 1973, on est plus ou moins sur un plateau où 80% de l'énergie primaire provient de l'énergie fossile. Et il y a une vraie discussion à avoir sur comment on répartit cette demande énergétique, parce qu'évidemment, les pays en développement ont besoin beaucoup d'énergie. Les pays développés, eux, ont des consommations énergétiques qui ont tendance à baisser légèrement. Mais il y a une vraie question sur combien d'énergie on aura besoin dans le futur. Si on regarde la slide suivante, si on regarde un petit peu les dynamiques, déjà c'est intéressant de regarder qu'en 2021, la consommation énergétique était plus élevée que celle de 2019. Ce sont des chiffres qui viennent d'être publiés dans le rapport statistique que BP produit tous les ans. On est légèrement au-dessus en termes de consommation énergétique en 2021 qu'en 2019, ce qui montre qu'on a eu un fort rebond après la crise du Covid. Et les tendances qu'il faut remarquer, c'est que on a une accélération assez forte des énergies renouvelables, ce qui est extrêmement intéressant, parce que pour la première fois l'année dernière, les renouvelables ont produit plus de 10% de l'électricité mondiale. Elles ont dépassé en termes de volume la quantité d'électricité produite par le nucléaire. Ça reste très faible en termes d'énergie primaire, c'est quelques pourcents, mais en termes d'énergie finale, ça commence à représenter quelque chose qui est assez intéressant, et la dynamique est assez forte, on en parlera juste après. En termes de pourcentage, le nucléaire a tendance à diminuer dans le mix énergétique, puisque la capacité de production n'augmente pas et la production énergétique augmente. On remarque aussi, si on regarde les courbes des énergies fossiles, que le gaz était en augmentation tendancielle ces 10-15 dernières années, puisque le gaz était souvent présenté comme l'énergie de transition, ça émet moins que le charbon et c'est plus pratique à utiliser, et que le pétrole est aussi en légère baisse tendancielle. Si on regarde maintenant la slide d'après,
Ce qui est extrêmement intéressant sur ce qui est en train de se passer sur les renouvelables, c'est qu'on est sur une dynamique de déploiement qui est assez impressionnante. Et quoi qu'on puisse penser de différentes technologies, il est assez probable que les renouvelables joueront un rôle majeur dans les années à venir, parce que c'est les technologies qu'on arrive à déployer le plus vite. Si on regarde à droite, les capacités installées, l'évolution de la capacité installée, donc on parle en puissance installée et pas en énergie produite. On voit les courbes pour l'éolien et le photovoltaïque. Le photovoltaïque a une évolution qui est absolument incroyable. C'est 20% de croissance par an sur les 7 dernières années. Pour le photovoltaïque, c'est à peu près, pour l'éolien, pardon, c'est à peu près 15% de croissance par an. 25% de croissance par an, c'est une multiplication par 10 de la puissance installée en 10 ans. C'est absolument gigantesque. Le problème, c'est que ces taux de déploiement sont beaucoup trop faibles pour ce qu'on a besoin sur nos objectifs climatiques. Si on suit les scénarios du type Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030, il faudrait multiplier par 4 la vitesse de déploiement du photovoltaïque. Donc, il faudrait passer d'une centaine de gigawatts installés par an à peu près 650 gigawatts installés par an et tenir ce rythme d'installation sur les 20 années qui suivent. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisque normalement, une technologie a un taux de déploiement qui accélère avec le temps et ensuite ralentit quand on commence à atteindre la part de marché optimale. Et donc là, le gros défi, ça va être de maintenir un rythme extrêmement important. L'Agence internationale de l'énergie prévoit également une forte accélération de l'éolien, même s'ils ont tendance à penser que le photovoltaïque se déploiera plus vite parce qu'il y a moins de problèmes d'acceptabilité, on en parlera peut-être que le photovoltaïque. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, et c'est pour ça que le photovoltaïque est si intéressant, c'est que les prix ont baissé extrêmement fort sur les 10 dernières années. Le panneau solaire a baissé en coût de 90%, ce qui est absolument exceptionnel. Et si on prend entre le premier panneau photovoltaïque commercial dans les années 50 et maintenant, on a une diminution des coûts d'un facteur 10 000. C'est un facteur d'apprentissage de 24%, c'est-à-dire à chaque doublement de la capacité installée, le coût a tendance à diminuer de 24%. La question sera, est-ce que cette tendance va continuer, puisqu'il y a des problèmes de coût du silicium et des métaux. L'éolien a aussi connu une baisse de coût, même si elle est beaucoup moins impressionnante, parce que c'est une technologie qui est moins modulaire et qui est moins apte à faire ce genre de taux d'apprentissage. Ce qui est intéressant de regarder, et je finirai là-dessus, c'est que si on compare en fait les taux de déploiement dans différents pays dans le monde, si on normalise par rapport à la puissance, à l'énergie produite au total, donc si on prend la capacité qu'on installe chaque année par rapport à la production électrique, on remarque que l'ensemble des pays dans le monde, ou presque, ont tous des taux de déploiement qui sont relativement proches, dans un facteur 2. Typiquement, les meilleurs pays développent 1%, décarbonent 1% de leur mix énergétique par an en installant des renouvelables, ce qui paraît impressionnant en termes de puissance installée. Mais si on regarde par rapport au rythme qu'il faudrait tenir pour les engagements climatiques, on est 2 à 3 fois trop lent par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, il y a une vraie discussion à avoir sur la vitesse à laquelle on développe ces technologies. Voilà. Merci beaucoup, Greg. C'était vraiment très complet. Et en effet, d'avoir la vision internationale d'abord, c'était vraiment essentiel pour bien comprendre la tendance. Alors, du coup, on voit bien, il y a évidemment un consensus, et une obligation d'ailleurs, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et décarboner. Moi, finalement, j'ai envie de poser la question à Karim. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. Donc, on peut prendre la première slide. Voilà, déjà, il faut bien comprendre un petit peu. Greg a dit que l'énergie, c'est 75% des émissions. Et en fait, cette énergie, elle est utilisée à faire beaucoup de choses. Elle est utilisée dans les industries, dans l'habitat, pour chauffer, etc. Donc, c'est intéressant déjà de voir par secteur. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, donc là, on part maintenant sur la France. Donc, en France, le premier poste d'émission, c'est les voitures. Donc, c'est la consommation de pétrole. Le transport est dépendant à 95% de la consommation de pétrole. Ensuite, on a l'industrie et l'agriculture. Donc, l'agriculture, on n'en parlera pas dans cette présentation, puisque bon, c'est très peu lié à l'énergie. Bien sûr, il y a les tracteurs, etc. Mais voilà, c'est plus faible. Les émissions ne viennent pas de ça. Et puis ensuite, vous avez l'habitat. Donc, ça, c'est tout ce qui est chauffage. Donc là, le chauffage, il est de différentes sortes. Donc, on peut encore se chauffer au fioul et puis aussi au gaz, etc. D'accord. Donc, et puis vous avez les industries. Donc, vous voyez, l'énergie, la production énergétique, qui chez nous est très faiblement carbonée. Donc, vous voyez à peu près les postes. Là, on a 31%, à peu près équivalent pour agriculture. Finalement, agriculture, industrie et habitat. D'accord. Donc, on peut prendre la prochaine slide. Donc là, on a un petit peu la projection sur 2050. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ne plus
à cette situation net zéro en 2050, encore une fois, net zéro étant la compensation en fait, de nos émissions par des puits de carbone, donc une compensation exacte. Alors, on fait de deux choses, et donc ça, c'est très important qu'on discute un petit peu la différence entre le mix énergétique et le mix électrique au tout début, puisque là, c'est vraiment, on est en plein dans le sujet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie de droite, c'est-à-dire post-2020, on voit en fait toute la partie grise en fait qui diminue. Donc, c'est-à-dire que notre consommation en fait énergétique, qui est le total, donc on prend toute l'aire totale du graphique, cette consommation doit diminuer dans le temps. Donc jusqu'à présent, sur les 10 dernières années, même 20 dernières années, en fait, la France diminuait sa consommation énergétique, je crois à peu près de 0,5% par an, c'est-à-dire malgré une petite augmentation de la démographie et puis une augmentation de la croissance légère. En fait, c'était compensé par l'efficacité des machines, etc. Et donc, on avait une légère diminution de la consommation énergétique, mais maintenant, le but, c'est de diminuer la consommation de 40% en 30 ans. Donc là, ça fait quasiment un triplement, en fait, c'est une rupture de tendance complète, ça fait plus d'un triplement de la baisse de notre demande énergétique. Mais vous voyez, en parallèle, en fait, de cette baisse de la demande, eh bien, l'électricité, qui est là le morceau jaune plus rose, eh bien, en fait, petit à petit, il va jouer un rôle de plus en plus important dans notre mix énergétique. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'en fait, il faut s'imaginer qu'une partie des fossiles, qui est aujourd'hui la plus grande partie de la consommation énergétique française, plus de 64% de la consommation énergétique finale, en fait, est liée à des fossiles, eh bien, une partie-là, elle va à la fois disparaître via des actions de sobriété, d'efficacité énergétique, de réorganisation de nos usages. Donc, une partie va disparaître, mais une partie va passer, en fait, en électrique. Et pourquoi ça passe en électrique? Parce que, d'une part, nos machines électriques, elles sont beaucoup plus efficaces. Donc, mathématiquement, par exemple, une voiture thermique, si vous mettez du fuel, eh bien, il n'y a que 20% en fait, de ce fuel qui est vraiment utilisé pour faire bouger la voiture. Alors qu'avec de l'électricité, eh bien, c'est 90%. Donc, déjà, mathématiquement, on gagne beaucoup en énergie en faisant ça. Mais surtout, cette électricité, en fait, on sait la décarboner. Donc, qu'est-ce qu'un mix énergétique, si vous voulez, net zéro, quelque part? Eh bien, il y a deux choses, si je schématise, pour qu'on puisse retenir de façon très simple. À 95%, c'est ça. Donc, vous avez de l'électricité, qui va être à 55%, et le reste, ça va être de la biomasse. Voilà, donc électricité, biomasse, c'est ça un mix énergétique décarboné. Et la biomasse, elle, eh bien, elle est utilisée à beaucoup de choses. C'est soit de la biomasse solide, par exemple du bois énergie qu'on va brûler. Ça peut être aussi du gaz vert. Donc, le gaz vert, eh bien, il y a pyrogasification, vous avez la méthanation, vous avez même de l'hydrogène vert, mais qui est utilisé via de l'électricité pour le produire. Donc, vous avez du gaz vert, de la biomasse aussi. Voilà, donc c'est biomasse, électricité. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc l'électricité, elle, donc là, je fais un focus sur l'électricité. Donc, on a notre opérateur électrique, RTE, qui a fait des simulations pour savoir un petit peu à quoi ça va ressembler notre mix énergétique, comment faire évoluer notre mix énergétique pour qu'en 2050, on puisse, ou de façon pendant toute la trajectoire, pendant les 30 prochaines années, en fait, on puisse suivre l'augmentation de la demande en électricité. La demande en électricité, ces 20 dernières années, elle a été absolument stable. Donc, du coup, pour nous, c'est très nouveau. Il va falloir gérer là, de nouveaux investissements. Et donc, ces investissements, schématiquement, ils ont de deux sources, en fait. Vous avez le nucléaire et vous avez les énergies renouvelables. Ce qui est structurant chez nous, c'est le parc nucléaire. Puisqu'aujourd'hui, plus de 60-70% de notre électricité vient de l'électricité nucléaire. Et donc, c'est extrêmement structurant. C'est évidemment la technologie qu'il faut regarder de façon majeure, voir comment elle va évoluer. Donc, il y a trois choses sur le nucléaire. La première, c'est que comme on a un grand parc nucléaire et qui a été construit à peu près dans le même temps, eh bien, quelque part, ces fins de vie vont arriver quasiment en même temps. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de tracer une trajectoire pour savoir à peu près comment déclasser progressivement ces centrales nucléaires. Donc, progressivement, on va les déclasser à partir probablement de 2035. Donc, ça dépend un peu des évolutions, des durées de vie, etc. Mais on va commencer progressivement à les déclasser pour ne pas avoir à tous les remplacer en même temps, ce qui serait absolument impossible, puisqu'on ne sait pas faire construire 50 ou 60 gigawatts en un an. Donc, progressivement, on va les déclasser. Deuxièmement, il y a donc les prolongations, donc tout ce qu'on peut prolonger au maximum. Récemment, le président de la République a indiqué dans son discours de Belfort qu'il faut explorer les prolongations à 50 ans, déjà au moins des centrales. Là, certaines vont pouvoir le faire, d'autres non, donc on verra bien. Et troisièmement, il y a le nouveau nucléaire.
Donc ça, ces sujets-là, c'est vraiment des sujets très importants. Enfin, c'est ce qui est structurant pour notre évolution du mix électrique. Donc ce nouveau nucléaire, aujourd'hui, EDF en fait, a une proposition. Donc la filière nucléaire a fait une proposition qui est en revue et qui va devoir être, enfin, qui logiquement, on se dirige dans cette direction-là en tout cas, qui est ces 6 EPR, d'accord? Donc ces 6 EPR qui ont été annoncés et dont la construction commencerait en 2027. Donc là, la filière nucléaire, elle a 5 ans à peu près pour se préparer, se restructurer et être prête, parce qu'elle n'a pas construit depuis des années, sauf une qui est Flamanville et qui a connu des difficultés, et qui a donné lieu à un rapport qu'on appelle le rapport FOSS, dans lequel il y a un ensemble d'éléments qui ont été identifiés pour remettre en selle quelque part la filière nucléaire, ce qui a donné le plan Excel chez EDF. Et donc, il y a tout un tas de réorganisations qui sont prévues, y compris du groupe EDF, pour arriver en 2027 à commencer la construction. Ces constructions, donc, elles sont étalées sur une trentaine d'années, enfin une vingtaine d'années, et la première centrale nucléaire arriverait en 2035-2037. Et puis, tous les 2-3 ans, je crois, ou 3-4 ans, il y aurait des nouvelles centrales. Donc ça, c'est la première chose, 6 EPR, et peut-être éventuellement 14. Et tout le reste, ça sera des énergies renouvelables. Donc c'est ce qu'on voit là. Vous avez ici, j'ai mis simplement l'un des scénarios de RTE qui s'appelle le scénario N1. Pourquoi j'ai mis celui-ci? Parce que c'est avec les 6 EPR. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez qu'en fait, vous avez donc du nucléaire qui est prolongé. Donc on prolonge ce qu'on peut prolonger au maximum, 50, 60 ans, voilà. Deuxièmement, vous avez ces 6 EPR. Et ensuite, vous avez toutes les énergies renouvelables qui viennent compléter. Donc c'est offshore, éolien, solaire, et puis on peut évidemment jouer un petit peu sur ce mix, un peu plus de solaire, un peu moins d'éolien, un peu plus de offshore, etc. Mais, vous voyez, donc on peut jouer un peu sur ce mix-là. Ça donne quoi? Ça donne qu'à peu près la France en 2050, si on suit ça, on est à peu près à 25% de nucléaire et 75% d'énergie renouvelable, donc inclus l'hydraulique, etc. Et si on a les 14 EPR, donc si on prolonge de 8, là on se met dans le scénario N2, et donc, si on se met dans le scénario N2, on est un peu plus de 35% d'énergie nucléaire. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, vous pouvez voir en bas, là, il y a tous ces éléments de flexibilité qu'on va devoir intégrer petit à petit, donc pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près 10% les énergies renouvelables, donc il y a une très faible pénétration, en fait, des énergies renouvelables. Et donc, on voit que petit à petit, quand on va arriver vers les 30-40%, on va commencer à intégrer, donc ça, c'est prévu pour à peu près 2035, donc on a à peu près 13 ans à développer massivement les énergies renouvelables. Peut-être que ça va plus s'accélérer du fait de la crise ukrainienne où on veut plus électrifier et donc plus de renouvelables. Donc à voir. Si c'est le cas, ça va être un peu plus avant que, ça va être avant que de 2035. Et donc on voit les éléments de flexibilité. Qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, vous avez des barrages, enfin vous avez des réservoirs hydrauliques. Donc ça, c'est les STEPS. Donc ça, dans tous les scénarios, vous avez une augmentation de la capacité des STEPS parce que c'est un bon moyen, si on peut le faire, parce qu'il y a des questions environnementales, mais en tout cas, RTE le prévoit. Vous avez donc du gaz qui est censé être décarboné, qui vient, si vous voulez, s'assurer aussi de la flexibilité. Donc ça, au maximum, c'est-à-dire dans des schémas vraiment très, très forts de pénétration. Donc ce n'est pas le N1. Le N1, il est un peu moins de pénétration, le plus étant beaucoup que des ENR et pas d'EPR, mais ça, c'est pas, a priori, c'est pas là où on se dirige. Donc ce mix, cette flexibilité avec le gaz vert, au maximum, on est à peu près à 5% de la demande d'électricité, donc ça reste plus ou moins marginal. Puis vous avez toutes ces batteries qui sont connectées des voitures, en fait, qui vont servir aussi à des instruments de flexibilité. Vous avez aussi les connexions au réseau, les interconnexions. Alors ça, c'est pas parce que vous avez, par exemple, du solaire dans la plaque sud-européenne, Portugal, Italie, Espagne, vous avez beaucoup d'offshore sur la plaque nord, et puis on va chercher même l'électricité en Norvège, en Angleterre, etc. Donc vous avez des grandes interconnexions qui soit ont déjà été construites ou soit qui vont être construites. Et il y a tout un plan sur les 10 prochaines années. On va continuer ce que tu viens de dire, c'est quels sont les leviers de sobriété finalement? Parce qu'on Voilà. entend beaucoup ce terme, donc je voudrais que tu nous expliques ça un peu. Exactement, donc la prochaine slide. Voilà, donc du coup, ça, on a vu un peu le mix électrique. Et donc à côté de ça, pour les baisses de la demande, donc vous avez à la fois les baisses sur la demande d'énergie fossile, donc tous les éléments de sobriété. J'ai mis un exemple ici qui est simplement les éléments de sobriété sur la partie électrique. Et on voit que c'est colossal parce qu'on voit que lorsqu'on fait le total des éléments de sobriété, on a 100 TWh si vous voulez, de jeu en fait, qu'on peut diminuer, alors que la hausse de l'électricité, aujourd'hui, on a 475 et on pourrait être, par exemple, aux alentours de 650. Donc, vous voyez, 100 TWh d'effet de sobriété, c'est vraiment très important. Donc, c'est un axe fondamental, en fait, des évolutions du mix énergétique, à la fois sur la partie donc,
biomasse pour réduire les besoins en biomasse, en fait, et donc de conversion de la partie fossile en biomasse, et à la fois sur la partie électrique pour limiter aussi les besoins en électricité. Ok. Je te laisse compléter, Karim, sinon je vais passer la parole à Robin. Non, c'est bon. C'est bon pour toi? Ok. Alors Robin, je vais te donner un défi. On a eu un rapport de l'ADEME, récent également, qui a mis au débat, pour atteindre la neutralité carbone, 4 chemins types permettant d'atteindre cette neutralité. Donc, Robin. En fait, ces études, elles reprennent finalement les ingrédients dont a parlé Karim et dont a parlé Greg avant, sur les ingrédients de la décarbonation. Elles ont été faites par des organismes qui sont très différents en fait. Il faut bien comprendre que d'un côté on a RTE qui est un gestionnaire de réseau qui est responsable de l'équilibre offre-demande, et puis de l'autre côté on a une agence du développement, la maîtrise des énergies. Et puis, on a aussi tout un historique en fait, d'études qui ont été faites par ces deux organismes avant celle-là. C'est-à-dire bon, là, on donne l'impression que RTE et l'ADEME ont tout à coup réfléchi à ça avec de très très grandes études. Mais en fait, il y a un passif d'études d'un côté comme de l'autre qui sont très importantes. Bon, si on remonte ne serait-ce que jusqu'à 2017 pour RTE, il y a ce qu'on a appelé le bilan prévisionnel 2017. RTE en fait tous les ans, mais celui de 2017 était particulièrement important. Et à l'époque, il avait amené à des décisions politiques importantes. Nicolas Hulot avait reporté l'objectif de 25% de 50% de nucléaire était pour 2025. Il l'avait reporté à 2035, et c'était vraiment suite à cette étude. C'était une décision éclairée par l'analyse de RTE à l'époque. Et puis, de son côté, l'ADEME a fait tout un tas d'études. Par exemple, en 2013, une étude 100% pour montrer qu'on pouvait avoir 100% renouvelable en électricité, simplement sur le mix électrique, et une étude aussi sur la partie gaz, et d'autres études, pas toutes les mentionnées. Et donc, finalement, on sent que d'un côté comme de l'autre, les études qui sont produites, elles se nourrissent aussi de ce passif. Ensuite, ces études, elles s'appliquent à des périmètres qui sont très différents. Donc, d'un côté, le gestionnaire de réseau d'électricité a travaillé plutôt en se centralisant sur le système électrique, plutôt le système électrique européen d'ailleurs, parce que RTE pense à juste titre que pour penser le mix électrique en France, aujourd'hui, il faut le penser avec l'Europe à côté. Donc, je dirais, l'Europe, dans ce scénario-là, c'est pas seulement une condition limite. L'Europe est aussi modélisée d'une manière assez fine sur le plan du système électrique. Par contre, le secteur du gaz, le secteur du transport, le secteur du bâtiment, tous ces secteurs qui sont des conditions limites très importantes pour le système électrique, sont modélisés quand même comme des conditions limites par RTE. Et à l'inverse, l'ADEME intègre toutes ces questions-là dans le champ de son investigation, et puis va même beaucoup plus loin en fait, parce que les scénarios de l'ADEME, c'est pas seulement des scénarios électriques, ni seulement des scénarios énergétiques, c'est des scénarios de transition bas carbone en général. Et notamment, ces scénarios intègrent le secteur de l'agriculture, l'évolution de notre alimentation. Voilà, donc on voit bien que c'est des scénarios qui sont assez différents, mais qui ont quand même des éléments en commun, qui reprennent d'une manière souvent différente, mais des éléments qu'on retrouve beaucoup dans le débat public, comme ce dilemme sobriété-croissance, qui est vraiment au cœur des scénarios de l'ADEME, qui propose quatre scénarios assez contrastés de ce point de vue-là. Le dilemme nucléaire renouvelable, qui est certainement plus central dans l'analyse que fait RTE, qui dit un panel de taux de pénétration renouvelable, allant de 100% renouvelable avec les scénarios M quelque chose, il y en a plusieurs, jusqu'au scénario N03, qui est le scénario dans lequel le nucléaire est la part la plus importante, et avec 50% de nucléaire. Donc, il y a aussi d'autres questions qui sont étudiées plus comme des conditions limites par RTE, comme l'impact matière, l'utilisation du territoire, et qui sont peut-être plus intégrées dans la modélisation de l'ADEME.
On peut aussi noter, alors bon, ça devient très technique, mais quelques petits points de désaccord sur des sujets très pointus, comme l'utilisation d'hydrogène pour faire de l'électricité, qui est envisagée par RTE, mais chose que se refuse à faire l'ADEME, qui pense lui plutôt utiliser du méthane. Voilà, c'est un sujet certainement plus technique de ce point de vue-là. Mais finalement, je pense que derrière toutes ces différences, ce qu'il faut retenir, c'est que ces scénarios, ils donnent des grandes tendances, et notamment à court terme, à l'horizon 2035, même entre toutes les variantes de RTE, celles de l'ADEME. Et il y a, malgré toutes ces différences et ces contrastes qui sont analysés, il y a des messages clés quand même que l'on retrouve avec voilà, certaines technologies, le développement des pompes à chaleur, l'utilisation des véhicules électriques, la rénovation de bâtiments, le développement d'une production d'électricité bas carbone, le développement des gaz verts. Toutes ces choses-là, on les retrouve en fait dans différentes proportions, dans ces différents scénarios. La sobriété, la réindustrialisation, et quelque part, derrière ces scénarios très contrastés, il y a quand même des directions assez claires pour avancer collectivement. Peut-être on peut, bon, je pense que j'ai utilisé mes 5 minutes, mais après, il y avait dans les slides suivantes quelques scénarios justement pour illustrer mon propos. Voilà, par exemple, là, on retrouve les 6 scénarios de RTE. Alors, dans un premier temps, les 3 premiers, c'est les scénarios 100% renouvelables. Hein. Ça a déjà été pas mal décrit par Time. Alors, c'est sûr que les scénarios 100% renouvelables, bon, aujourd'hui, il a été acté qu'on a avancé avec 6 EPR, même s'il reste des discussions. Donc, c'est vrai que ceux-là, on a plus tendance à les écarter dans la discussion. Et ensuite, dans la slide suivante, on a les 3 scénarios nucléaires qui se différencient par ce qu'a décrit très bien Karim tout à l'heure. Jusqu'où pourrons-nous prolonger les centrales nucléaires actuelles? Si on peut les prolonger jusqu'à 60 ans, on est plutôt dans le scénario N03. À quelle rapidité serons-nous capables de construire des nouveaux EPR? Eh bien, si l'on va très vite, on ira dans le N03. Et si on est plutôt à construire les 6 EPR qui sont prévus et en rajoutant quelques-uns pour arriver, il me semble, à 14, comme ça, on sera plutôt dans le N01. Avec des questions un peu symétriques sur les énergies renouvelables en face. À quelle vitesse serons-nous capables de déployer les énergies renouvelables? Dans tous les cas, il en faudra beaucoup, mais dans le cas forcément où le nucléaire se développe très vite, il faudrait juste, entre guillemets, juste maintenir le rythme de développement de l'éolien sur Terre que l'on a aujourd'hui, qui est déjà pas facile à tenir, et tout ça jusqu'à 2050, comme l'a dit très bien tout à l'heure Greg. Donc il faut tenir sur la durée aussi. Et puis, dans tous les cas, le photovoltaïque, le rythme de développement en France, y compris, hein, Greg tout à l'heure a parlé du rythme de développement au niveau monde, mais en France également, même dans le scénario où il y a le plus de nucléaire qui se développe, on a des rythmes de photovoltaïque qui doivent augmenter, multipliés par 2, il me semble, dans le N03. Voilà, donc ça c'était pour les scénarios RTE, et après, sur le contraste des scénarios ADEME, oui, on a des contrastes sur l'évolution de la demande d'énergie. Donc peut-être pour dire vite ce qui se passe dans ces scénarios ADEME, c'est que le contraste est construit sur 4 scénarios qui sont appelés ici S1, S2, S3, S4. Et donc le S1 est celui qui le fait appel au moins de technologie, qui fait appel le plus possible à la sobriété, alors que le S4, me semble, s'appelle Paris technologique, justement, dans lequel on a beaucoup de capture de CO2, on a un développement massif de technologie, on a quasiment pas de changement de mode de vie. Et donc, c'est vraiment sur ce contraste initial que se construisent ces 4 scénarios. Et après, ça donne lieu à différentes options technologiques qui se déclenchent ou pas. Et puis des évaluations des impacts environnementaux, des impacts de matière, l'utilisation du territoire. Donc finalement, des approches complémentaires et des messages clés qui sont globalement similaires. Moi, ce que je vous propose, hein, c'est question à l'ensemble d'entre vous. On a pris des questions du chat qui arrivent au fur et à mesure. Petite mise en bouche pour commencer. Quelle est l'activité la plus facile à décarboner selon vous? Je peux commencer à répondre. J'avais la parole, je la garde. Donc, je
pense que c'est pas évident de dire il y a une activité. C'est la réponse du chercheur qui dit en fait il n'y a pas quelque chose de plus facile qu'autre chose. Bon, je pense qu'il y a des choses faciles un petit peu dans différents secteurs. Par exemple, dans le secteur du transport, on peut aller assez vite avec du véhicule électrique. Dans le secteur du bâtiment, avec de la pompe à chaleur, il y a des choses un petit peu faciles à mettre en œuvre. Mais le risque, c'est de croire que du fait que ça, ce soit facile, c'est que le reste soit inutile. Ou qu'il faille se concentrer uniquement sur ça, par exemple avec la pompe à chaleur, oublier le besoin de rénovation de bâtiments, oublier l'importance peut-être d'autres vecteurs comme les pompes à chaleur hybrides avec du biogaz. Dans le transport, de penser seulement véhicule électrique, ça peut faire oublier le besoin de repenser nos infrastructures de transport, nos manières de se déplacer, de penser la sobriété. Je peux évoquer un point, si vous voulez. Juste comme a dit Robin, déjà, il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement, en fait. Hein. Ce qui est dit, c'est que en une décennie, on serait potentiellement capable de baisser de 50% nos émissions. Donc, il y a effectivement des éléments dans chacun des secteurs qui sont possibles. Et l'autre point, c'est qu'on peut voir aussi les tendances au niveau politique. Et là, je me réfère au scénario de l'AIE. Il y a 3 scénarios de l'AIE. Si on continue dans nos scénarios actuels, dans nos activités actuelles, en fait, on décarbone essentiellement l'électricité qui prend, donc c'est important parce qu'il y a toutes les centrales charbon. Donc, décarboner l'électricité, ça veut dire qu'on se dirige vers, en fait, un monde qui est à 2,7 degrés. Si on fait de l'électrification, c'est-à-dire en plus avec notamment les transports qui sont la partie, je dirais aussi, où il y a beaucoup d'émissions et on peut faire avec le véhicule électrique, on arrive dans le monde à 2,1 degrés. Et puis, si on commence à tout intégrer dans nos activités, on est à moins de 2 degrés. Donc, ça veut dire déjà, premièrement, qu'il y a des choses à faire assez rapidement. Et deuxièmement, qu'on ne peut pas juste prendre quelques éléments de nos scénarios. C'est bien l'ensemble de nos actions qui arrivera à un monde en dessous de 2 degrés, sinon on n'y arrive pas. Et ça fait la transition vers, on avait dit, on va faire un prochain live sur la décarbonation de la mobilité. Donc, je pense qu'on va pouvoir y revenir en détail. C'est évidemment un sujet qui est loin d'être évident. Alors, une deuxième question. Bonjour à tous. Bon, voilà, je vous ai déjà dit bonjour, évidemment, mais la France s'engage sur le maintien du nucléaire dans son mix énergétique. Cependant, est-ce que dans le cas du nouveau nucléaire, ont bien été pris en compte les effets du réchauffement climatique sur le nouveau nucléaire, d'une part, et d'autre part, sur la sécurisation du combustible nucléaire, qui, si j'ai bien compris, c'est pas moi qui le dis, hein, mais est à ce jour importé de Russie? Greg, c'est pour toi, ça, non? C'est toi, non? La question en plusieurs fois. Hein. Elle est pour toi, cette question, non? Oui, RTE dans son rapport regarde en détail l'impact du changement climatique sur la production électrique. Il y en a un, mais il est relativement petit en fait. Pourquoi? C'est principalement des contraintes de rejet de l'eau et de prélèvement d'eau pour limiter les écosystèmes. Hein. C'est principalement en fait pour éviter de perturber les écosystèmes plutôt qu'un problème de refroidissement. Il n'y a pas vraiment de problème de refroidissement. Et donc on voit, on l'a entendu récemment, il y a des centrales sur lesquelles on lève le pied de temps en temps parce qu'on a des limites de ce côté-là. Il y en aura plus puisque le climat va se réchauffer et donc on aura a priori des cours d'eau qui vont être aussi plus chauds. Mais alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est quelques pourcents, c'est vraiment très petit par rapport à la production. Et il faut aussi noter quand même que c'est pas l'effet de l'impact du changement climatique, il n'est pas que pour le nucléaire. Hein. Il y aura un impact sur la direction des vents, sur la force des vents, même si tout le monde n'est pas encore d'accord sur exactement quel sera l'effet. On sait que les panneaux solaires fonctionnent moins bien à haute température, donc tout est thermosensible et ça a un impact sur tout. Et oui, c'est pris en compte au maximum de nos capacités. Sur la partie Russie, oui, il y a de l'uranium qui vient de Russie, j'ai pas le chiffre exact en tête, on pourrait regarder vite fait, mais il faut savoir que c'est pas le seul pays auquel on achète de l'uranium. Il y a d'autres pays qui en produisent et c'est pas forcément un gros problème. La France a un stock d'uranium aussi de plusieurs années. Si jamais il y a un problème sur l'approvisionnement, on n'est quand même pas aussi dépendant de l'uranium qu'on peut l'être du gaz. Si on coupe le gaz demain, on risque d'avoir un problème très très vite. Sur l'uranium, on a quand même plus le temps d'aller rechercher d'autres producteurs et il y en a. Et il y a des capacités de production qu'on peut mettre en route. Donc, c'est pas forcément un problème aussi aigu. On va juste essayer de garder 5 minutes pour respecter le timing. Je vois Robin qui veut rebondir, mais rapidement. Courte. Allez, vas-y, à toi. Non, juste une précision sur ce qu'a fait RTE. Donc, il y a tout ce qu'a mentionné Greg sur la prise en compte du changement climatique. Il y a aussi des impacts sur la thermosensibilité de la consommation, avec plus de consommation de climatisation l'été et puis moins de consommation de chauffage l'hiver.
je dirais, grâce à la hausse des températures pour cette seconde partie. Et sur la partie de l'hydraulicité, qui affecte à la fois la production d'énergie, enfin, d'électricité à partir d'eau, et d'autre part qui affecte le refroidissement du nucléaire ou de tout ce qui est thermique, en fait. Sur cette partie-là, il y a une étude qui a été faite par RTE qui tient compte de l'évolution du climat, mais il y a encore beaucoup de travaux en cours et à mener pour tenir compte des écoulements, parce qu'il y a des questions hydrauliques qui ne sont pas seulement des questions de précipitation, mais aussi des questions d'écoulement, et ça, c'est quelque chose qui est encore à faire côté RTE. Donc, toutes les questions ne sont pas closes, évidemment, et c'est des sujets actifs de recherche aujourd'hui. Ok, alors, j'ai sélectionné 2 questions pour rester dans le timing. Alors, il y en a une première, rigolez pas, c'est sérieux, c'est 15 gigawatts de flexibilité à horizon 2050. On arrête quoi? J'arrête mon train d'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aurais d'autres exemples, mais là, l'exemple que je vois, c'est le train. Bon, la flexibilité. Ouais. Alors, cette fois, c'est moi qui me lance. La flexibilité, en tout cas dans le scénario de RTE, c'est de la flexibilité finalement que vous ne ressentirez pas. C'est-à-dire, c'est pas on arrête votre train, ou on arrête votre télé ou votre lumière. Vous inquiétez pas. Bon, on pourrait se mettre d'accord avec la SNCF qui fasse les grèves, spécialement au moment de tension du réseau. Bon, c'est peut-être une solution, mais on n'en est pas encore là. Non, la flexibilité au sens de RTE, la flexibilité de la consommation, ça va être des décalages de la consommation relativement temporaires pour résoudre des problèmes d'offre-demande sur des périodes relativement courtes. On parle de quelques secondes, voire de quelques heures, où il y a des différences entre production et consommation. Et du coup, où c'est qu'on va trouver cette flexibilité? C'est une bonne question. Alors, chez les grosses industries, mais ça, la plupart des grosses industries ont déjà une certaine flexibilité. Hein. Il existe déjà un peu environ 4 gigawatts de flexibilité valorisée chaque année. C'est un volume qui est en croissance. Bon, vous avez cette grande industrie qui peut décaler sa production d'acier, de gaz, etc. Vous avez par contre des gisements qui sont absolument pas exploités dans les entreprises tertiaires et dans le résidentiel de flexibilité, où en fait vous pouvez vous servir de l'inertie thermique des bâtiments, vous pouvez vous servir de l'inertie thermique des chambres froides, de toutes les flexibilités que vous allez avoir dans les batteries qui vont se multiplier, hein, soit en stationnaire, donc la batterie des véhicules électriques, ou en stationnaire. Donc voilà, vous allez avoir une flexibilité qui va être exploitée de plus en plus facilement parce que tout devient de plus en plus connecté, qui certainement avec le développement des énergies renouvelables va avoir un cadre économique dans lequel se développer. Et donc, dans le rapport de RTE, on arrive à des scénarios avec 15 gigawatts de flexibilité et c'est pas particulièrement aux horizons étudiés optimistes. On pourrait imaginer des scénarios encore plus élevés. Et tout ça, bien entendu, sans déranger votre train ou vos utilisations, disons, vitales de l'énergie. Ok, donc je vais continuer à prendre mon train. Moi, je suis rassuré parce que j'ai besoin de le prendre en plus tout de suite après. Robin, j'ai l'impression que tu veux rebondir. Je te laisse la parole. Juste des petits ajouts sur les. Bon, la liste est longue en fait, on pourrait en parler pendant 1 heure. Il faudrait faire une émission entière sur la flexibilité, je pense. Mais sur la flexibilité, il y a aussi des nouvelles choses qui vont arriver sur le côté demande. On parle que de la flexibilité de la demande. Hein. C'est par exemple l'électrolyse dont on parle beaucoup, qu'on va produire de l'hydrogène, donc avec des électrolyseurs qui ne fonctionneront pas forcément tout le temps, qui auront un intérêt, je dirais, à utiliser une électricité au moment où elle est peut-être un peu moins chère et donc à se plier quelque part à ça. Et puis, on peut retrouver le même genre de schéma sur des systèmes qui n'existent pas encore, avec du stockage thermique dans l'industrie, par exemple, où on va produire peut-être de la chaleur en milieu de journée, stocker la chaleur et la réutiliser pour la continuité du process. C'est-à-dire sans nécessairement arrêter le process pendant la nuit. Voilà. Merci Robin. Alors, je précise que sélectionne les questions. Vous avez la possibilité, malgré ça, de poser
Si on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail. Donc, c'est contact@avenir au pluriel-énergétique au pluriel.org. Je vois une question qui me semble intéressante et a priori pour Greg, mais on va voir, vous me direz. Est-ce que les besoins croissants en métaux et les pénuries potentielles ne risquent-elles pas d'empêcher le déploiement des ENR et donc des scénarios définis dans le rapport RTE? Quelles sont les solutions envisagées par les experts? Alors, c'est une vraie question. La demande en métaux va augmenter dans les années à venir, notamment pour l'énergie, parce que intrinsèquement, les sources d'énergie qu'on va utiliser dans le futur nécessitent plus de métaux par kilowattheure que les sources fossiles. Alors, il faut quand même avant de répondre complètement à la question, juste un rappel, une centrale à charbon de 1 gigawatt, c'est 9000 tonnes de charbon par jour quand même. Donc oui, il y a peut-être besoin de moins de métaux, mais on a besoin d'énormément de matière. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que l'extraction du charbon, c'est quand même peu ragoûtant. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faudra plus de métaux. Et il y a une vraie question, pas trop de ressources, parce que c'est pas tant le problème, de flux d'extraction, c'est-à-dire la capacité de faire suivre que la production suive la demande. Et pourquoi? Parce que l'industrie minière est par nature une industrie du temps long. C'est-à-dire qu'en principe, une mine peut augmenter sa capacité de production de 10-20% assez facilement d'une année sur l'autre. Si on parle d'ouvrir des nouvelles mines, on est sur des choses qui vont prendre plusieurs années. L'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, estime que si on part de la prospection jusqu'à la production d'une mine, généralement, en moyenne, c'est 10 à 12 ans. Ce qui veut dire que l'industrie minière, elle ne réagit pas très vite au signal prix. On voit bien que le lithium, par exemple, son prix a été multiplié par 3 ou 4 sur la dernière année, et la production monte, mais elle passe suffisamment vite. Donc, il y aura effectivement des goulets d'étranglement à certains moments, puisque la production ne pourra pas suivre la demande. Alors, comment faire? D'une, on voit qu'il y a déjà pas mal d'investissements qui sont en train d'être mis en place. Il y a des métaux pour lesquels c'est plus facile d'investir que d'autres, selon où vous allez le chercher. Donc, il y a pas mal d'investissements qui sont en train d'être mis en place, pas suffisamment, et c'est un vrai problème. L'Agence internationale de l'énergie n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il va falloir investir beaucoup plus puisque la demande va augmenter extrêmement fort. On voit que les États-Unis, par exemple, ont invoqué le Defense Act pour remettre en production des mines de façon un peu accélérée. Il y a des discussions en Europe sur est-ce qu'on peut aller extraire des métaux en Europe, puisque par exemple du lithium, il y en a en France, il y a des métaux en Europe qu'on pourra aller extraire. Et l'autre problème qu'il faut prendre en compte sur les métaux, c'est que c'est un marché qui est extrêmement resserré. C'est-à-dire souvent, il y a 4-5 pays qui produisent 90% du marché, ce qui veut dire que si un de ces pays fait défaut pour différentes raisons, parce que c'est rarement les pays les plus stables démocratiquement, vous avez un vrai problème, vous n'êtes pas capable d'avoir de la substitution. L'autre difficulté aussi, c'est un point stratégique, c'est qui contrôle le raffinage. C'est-à-dire que vous avez des minerais, et donc c'est du minerai, généralement des oxydes, que vous devez réduire et vous transformer en métal. Et ça, la Chine a très bien compris le principe, et elle maîtrise plus de 60 à 90% du raffinage de beaucoup des métaux. Et c'est un problème, encore une fois, qui n'est pas vraiment de ressources, mais question géopolitique, et il est temps que l'Europe se pose vraiment la question de sécuriser ses approvisionnements. Donc oui, c'est un point difficile. Comment on peut faire? On pourrait déjà essayer de limiter la demande. Par exemple, si on parle de l'électrification, ça pourrait être de multiplier les voitures plus petites, puisque ça nécessiterait moins de métaux, elles consomment moins de choses. Et c'est là où jouer sur la demande, par exemple, va être aussi important, puisque si on peut diminuer le nombre de panneaux solaires ou d'éoliennes qu'on doit installer, forcément, ça limite la quantité de métaux qu'on va avoir besoin. Donc oui, il y aura quelques années où les prix des métaux vont être élevés. La question, c'est est-ce que ça aura un impact sur le déploiement ou pas? Pour l'instant, c'est difficile à dire, parce qu'en parallèle, les énergies fossiles deviennent aussi beaucoup plus chères. Et donc oui, peut-être les renouvelables deviendront plus chers, mais en parallèle, les fossiles deviennent beaucoup plus chers. Donc tant qu'on est dans un scénario où il est intéressant d'installer des renouvelables, c'est plutôt positif quand même. Si je peux permettre, je peux faire un complément? Oui, récemment, il y a eu la publication des appels d'offres en Angleterre, en fait, avec les résultats des prix. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, dans une contrainte de métaux importante, on a quand même une visibilité de marché. Enfin, les opérateurs, quand même, on pense que une vision pas optimiste, mais on va dire pas complètement négative, en tout cas à horizon 3 ans. Donc, c'est-à-dire que vous avez sur le solaire et sur l'éolien quand même un travail qui est fait donc, sur les métaux, comme Greg a dit. Donc, il y a des sujets effectivement sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire le développement des mines, des investissements. Donc, vous avez cette phase-là, mais ensuite, ce qui est dit, c'est que en fait, après 2030, en fait, la contrainte commencerait à se desserrer. Donc, vous voyez, vous avez les deux phases. Cette phase d'investissement très forte jusqu'à 2030 et ensuite la phase post-2030 où ça dessert un peu et où d'ailleurs le recyclage
de certains métaux commence à intervenir et commence à jouer de façon plus importante. Donc, vous avez des rapports là-dessus, sur ces sujets. Donc, vous avez ces deux phases. Et pendant la phase là de déploiement, en fait, d'ailleurs, j'étais tout à l'heure en train de discuter de ça avec un fournisseur de panneaux. En fait, ils travaillent sur les évolutions technologiques, sur notamment l'empreinte énergétique, l'empreinte matière, donc c'est-à-dire l'efficacité des panneaux, où ça, en fait, on est encore en début de courbe, hein, quasiment finalement dans le solaire, pas au tout début, mais on a quand même une grande perspective. Et donc, ça veut dire que si les panneaux ont un meilleur rendement, eh bien, ça veut dire que tout ce qui est ce qu'on appelle le balance of plant, c'est-à-dire les structures en métal pour poser les panneaux, etc., il y en aura moins. Donc, il y a un travail qui est fait d'ensemble. Il ne faut pas juste simplement voir le panneau ou l'énergie ou le nombre de la quantité de métaux. Il faut aussi voir les rendements, etc., pour essayer je dirais, d'avoir une vision complète. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le secteur, on reste quand même sur des prix qui sont effectivement à la hausse, c'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière sur les prix de kilowattheure, mais on reste quand même sur des prix de 4, 5 centimes d'euros du kilowattheure sur de l'offshore, sur de l'éolien onshore, sur du solaire, etc. Et donc, on reste quand même dans des prix de kilowattheure qui sont toujours très intéressants pour notre mix énergétique et pour l'électrification. Karim fait la transition vers la dernière question. Finalement, plus généralement, quels sont les freins majeurs au développement des ENR, des énergies en tout cas décarbonées? Que faudra-t-il pour atteindre le rythme nécessaire pour l'atteinte de la neutralité carbone? Parce qu'on voit qu'on a des scénarios très ambitieux. Je voulais que je continue ou tu veux que je continue? À l'échelle France ou à l'échelle monde? Oui. Vas-y, Robin, tu veux? Vas-y. Vas-y, Robin. Non, je posais la question à l'échelle France ou à l'échelle monde, mais ce n'est pas précisé, j'imagine, dans la question. Non, mais bon, on peut parler de façon générale. De toute façon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un sujet éminemment de réglementation. Il faut donc continuer. En fait, il faut avoir une bonne réglementation pour que les investisseurs aient une bonne visibilité. Donc, à la fois sur le développement des mines, comme Greg a dit, hein, les signaux prix, il y a une réaction qui est un peu qui est en décalage. Et donc, il faut absolument que on ait autre chose et des réglementations qui permettent en fait des visibilités auprès des investisseurs. Donc, vous avez plusieurs choses. Vous avez donc à la fois sur le déploiement des métaux, des mines, du raffinage, comme il a été indiqué, la purification, et aussi sur la partie recyclage, donc avoir cette visibilité, et d'autre part sur la partie technologie, donc des investissements dans la R&D forts. Pour faire quoi? Donc en Europe, c'est pareil, hein, il y a de la R&D qui est financée sur les technologies d'avenir, sur le photovoltaïque. Et donc ça, il faut que ça se déploie rapidement. Donc on ne peut pas passer d'une lab, si vous voulez, du laboratoire à la partie privée simplement. Hein. Donc il faut qu'il y ait un environnement des investisseurs ou publics qui permettent d'accélérer. Et ça, d'ailleurs, c'est un point très important qui est mis dans le rapport de l'AIE. C'est que, en fait, avant, on faisait des pilotes, il y a un séquençage dans le développement technologique, et aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce séquençage. Il y a tout qui est regroupé en même temps, et il faut très rapidement, en fait, sortir les produits sur le marché. Et enfin, il y a toute la partie électricité, où d'ailleurs, on fera probablement un webinaire dessus, sur les appels prix de kilowattheure, les appels d'offres, etc., où il faut aussi des conditions très claires, en fait, hein, sur le déploiement des renouvelables, et plus la question d'acceptabilité, évidemment, auprès des citoyens. Je pense que, moi, juste, je pourrais rebondir sur le dernier point qu'a évoqué Karim. Je pense que c'est un point très important, c'est la question de l'acceptabilité. Et je pense que derrière cette question en tout cas en Europe, particulièrement en France, derrière cette question de l'acceptabilité, à la fois pour les renouvelables photovoltaïques éoliens, pour le nucléaire, pour le biogaz, cette question d'acceptabilité, elle est importante et je pense qu'elle demande à ce que les citoyens… acceptabilité, c'est un bien grand mot. On a l'impression que les gens n'acceptent pas, quelle erreur. Il y a des questions aussi de coordination des politiques. Et puis, il y a des questions aussi de compréhension des besoins de la transition énergétique. Et je pense que voilà, c'est important, une association comme la nôtre qui essaie de communiquer autour de ces besoins de transition énergétique. Parce que je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui on est opposé à tout, c'est qu'on n'a pas, on est opposé à tout, voilà, opposé aux renouvelables, opposé au nucléaire, opposé au biogaz, et c'est qu'on n'a pas cette vision d'ensemble et qu'on est beaucoup dans des guerres de chapelle, chacun dans son silo, et je pense qu'on a besoin d'essayer de voir un peu plus large et un peu plus loin, tout en tenant compte des difficultés d'aménagement du territoire, parce que c'est vrai que
voilà, je pense que chacun a le droit de dire ici, à côté de chez moi, une éolienne, oh, mince. Mais en même temps, il y a des territoires où il n'y a aucune éolienne et les gens se plaignent beaucoup, et d'autres territoires où il y en a beaucoup et les gens sont très contents. Et je pense que c'est plus complexe que. Il y a aussi une question de comprendre pourquoi on a l'éolienne pas loin, et puis est-ce qu'on a été acteur dans le fait que ces éoliennes soient là, quels bénéfices on en retire. Alors, il y a plein de questions complexes autour de cette acceptabilité, et je pense que ça, c'est un point vraiment important aujourd'hui. Merci Robin. Écoutez, on va conclure le live. Donc, envoyez vos questions évidemment par mail pour celles dont on n'aurait pas répondu. J'ai envie de dire, adhérez à l'association si vous, voilà, si vous souhaitez soutenir un peu nos projets. Je disais, on va continuer sur ce format live sur des thèmes d'actualité. Je veux déjà remercier donc les participants qui se sont inscrits à ce premier live, et également nos experts, Alexis, Greg, Karim et Robin, voilà, qui ont bien répondu à nos questions. Et voilà, donc adhérez à notre association avenirénergétique.org, et surtout, je vous souhaite une bonne soirée.